l'édition de l'affectation en 6e a démarré aujourd'hui, une innovation du ministère de l'Éducation nationale. Et puis plus de 6000 candidats pour 700 places au concours direct des auxiliaires de santé. Le lancement des épreuves écrites a eu lieu au CHU de Trècheville. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Sachez que l'orientation en ligne en 6e a démarré aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. L'opération, une innovation du ministère de l'Éducation nationale pour mettre fin aux nombreuses plaintes des parents d'élèves, vise aussi à renforcer leur présence dans le processus éducatif de leurs enfants. Une plateforme est ouverte jusqu'au 15 août prochain à minuit pour permettre aux parents de procéder à l'affectation de leurs enfants dans un établissement de leur choix à l'aide d'un téléphone portable. Un mot de santé à présent. 6775 candidats passent le concours direct des auxiliaires de santé. 700 places sont à pourvoir, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Le démarrage des épreuves s'est déroulé aujourd'hui même en présence de la tutelle au CHU de Trècheville. Colette Ilboudo, Nosangari. Aude, 32 ans, est titulaire du diplôme du brevet d'études du premier cycle BEPC, un diplôme obtenu en 2014 en candidat libre. Aujourd'hui, vendeuse en pharmacie dans la ville de Bondoukou, Aude a décidé de présenter le concours direct d'auxiliaire de santé. J'aime le métier de gestionnaire en pharmacie, puisque j'ai déjà fait cette formation. Bon, avant le niveau, c'était le niveau bac. Maintenant, après, on a appris qu'il y a un niveau BBC. Nous avons le niveau BBC. Donc, comme j'aime ce métier, je suis venue m'inscrire. Ouais, je suis un peu stressée, mais ça va, puisqu'on nous a donné des documents pour pouvoir réviser et apprendre encore. 6775 candidats prennent part à ce tout premier concours des auxiliaires de santé, dont le top départ a été donné par ACA ou les ministres de la Santé et de l'Hygiène publique. Par votre candidature à la fonction d'auxiliaire de santé, vous voulez ouvrir la porte d'un des métiers les plus nobles, celui de travailler sur l'homme. Je voudrais donc vous adresser tous les encouragements du ministère au nom du gouvernement et vous souhaiter bonne chance. Le sujet, ça va pour des gens qui ont fait la formation, qui ont fait des cours, je pense que ça va. Pour ce concours, les candidats sont repartis dans 6 disciplines sanitaires. Auparavant, il y avait des aides-soignants qui étaient recrutés par concours professionnel. Ils étaient recrutés et mis sur le terrain. Et cette fois-ci, ils ont donc créé, à partir du décret, le nouveau décret, le décret de 2016, un nouvel emploi qui est celui des auxiliaires de santé, qui va permettre la formation des aides-soignants par concours direct, qui seront appelés auxiliaires de santé, et ils auront aussi un profil. Ces aides-soignants-là pourront devenir infirmiers par la suite. 700 candidats seront retenus pour une formation de 3 ans à l'issue de ce concours. L'auxiliaire de santé est un agent qui exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier, de la sage-femme et du technicien supérieur de santé. Démarré ce 1er août, le concours prendra fin le 4 août prochain. Il s'adresse aux personnes qui ont entre 18 et 35 ans et diplômés du BEPC ou du certificat d'aptitude professionnelle CAP sanitaire. Dans le même temps, le Rwanda a fermé sa frontière avec la République démocratique du Congo pendant quelques heures. Ce matin, l'annonce a été faite par la présidence de la RDC après la découverte d'un 3e cas d'Ebola à Goma. Cette brève fermeture survient alors que l'on a appris qu'un 3e cas d'Ebola a été identifié à Goma. Le Rwanda a fermé aujourd'hui sa frontière avec la RDC au lendemain de la mort à Goma d'une 2e victime de l'épidémie d'Ebola et la découverte d'un 3e cas dans ce grand carrefour commercial situé à la frontière avec le Rwanda. Les Congolais peuvent quitter la ville rwandaise de Gisenyi, frontalière de Goma, mais sont interdits d'y entrer. Un correspondant de l'AFP sur place a constaté aussi que les Rwandais sont interdits de se rendre à Goma, une ville peuplée d'1 à 2 millions d'habitants. Les Congolais sont, eux, autorisés à traverser la frontière. En revanche, il leur est interdit de retourner au Rwanda, même ceux qui vivent à Gisenyi.
Les équipes de riposte continuent de rassurer que la ville de Goma est hors de danger après la découverte d'un deuxième cas Ebola mercredi, assure le communiqué congolais. Le malade est ensuite décédé et un troisième cas a également été détecté. Un premier cas avait été enregistré à Goma le 17 juillet, peu avant le décès du patient. Le lendemain, l'OMS a élevé la 10e épidémie de fièvre hémorragique à Ebola en RDC au rang d'urgence sanitaire mondiale. L'Union africaine avait de son côté mis en garde contre des restrictions de voyage ou en provenance de la RDC malgré le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola, des malades pouvant échapper au contrôle aux frontières en traversant clandestinement à des endroits non contrôlés. L'épidémie qui frappe 2 provinces de l'est de la RDC, Nord Kivu dans l'est et l'Ituri dans le nord-est et dure depuis août 2018 a provoqué la mort de plus de 1800 personnes depuis août de l'an dernier, un nombre qui augmente de jour en jour. Sachez qu'en début d'après-midi, les autorités rwandaises ont décidé de rouvrir le point de passage. Retour en Côte d'Ivoire pour parler des métiers de l'énergie solaire. Les métiers de l'énergie solaire qui offrent de plus en plus de débouchés et de nouveaux métiers émergent tous les ans. 36 jeunes formés donc au métier de l'énergie solaire, une formation initiée par l'ONG International Rescue Committee. Ils ont reçu leurs attestations de formation à Grand Bassam, Colette, Ilboudo, Doigt des Laser, Clément Roucault. Ces jeunes déscolarisés et non scolarisés au nombre de 36 ont été formés au métier d'électricité domestique et solaire. Objectif, acquérir des compétences professionnelles leur permettant d'avoir un emploi. Nous avons tenu à matérialiser la fin de leur promotion d'une période d'apprentissage pratique avec la présence des autorités locales de leurs parents pour leur dire qu'aujourd'hui nous pensons qu'ils sont prêts à pratiquer ces métiers pour lesquels ils se sont engagés durant 6 mois de manière intense et à se lancer sur le marché du travail. Après 6 mois de formation, ces jeunes reçoivent leur diplôme. C'est un grand plaisir de nous d'être récompensés à travers ces attestations. Et comme les responsables ont aussi bien souligné, la remise de ces attestations est un début pour nous, voilà, dans notre vie professionnelle. Avec cette formation, je compte me lancer dans la vente et aussi l'installation de panneaux solaires sur le territoire ivoirien. Au cours de cette formation, j'ai beaucoup appris comment savoir faire une installation dans une maison, les branchements, simple allumage, double allumage, va-et-vient, interrupteur et autres. Et présentement, je sais faire beaucoup. Plus de 10 000 jeunes vont bénéficier du projet ProJeunes, initié par l'ONG IRC, International Rescue Committee, en vue d'accroître leur bien-être économique. Le projet ProJeunes est mis en œuvre dans les localités du district d'Abidjan, de Grand Bassam, de Korogo et de Ferkessédougou. Des jeunes du continent et de la diaspora prennent part à la 8e édition des ateliers de l'intégration africaine qui se tient du 31 juillet au 4 août au Centre de recherche et d'action pour la paix. Les échanges portent sur le leadership féminin et les enjeux du vivre ensemble. Ces jeunes âgés de 18 à 35 ans croient au changement, à une nouvelle vision que la société africaine peut impulser par le vivre ensemble en valorisant l'apport des femmes. Dangui Dangui nous parle du leadership féminin au service de l'intégration. Présidente, ministre, députée, patronne d'organisations internationales ou directrice d'entreprise, le leadership féminin fait ses preuves dans quasiment tous les domaines d'activité humaine et revendique une empreinte particulière. La femme, elle est intuitive, elle est participative, donc ces qualités dans un groupe socialement permettent d'avancer justement. Je parle aussi de la force de caractère. En parlant de la force de caractère, je vais y ajouter en même temps aujourd'hui un don qui pour moi est assez important, c'est-à-dire le sens de l'organisation que la femme a. Et en même temps, j'y ajouterai aujourd'hui, je parlerai de sa compassion, du fait qu'elle soit quand même humaine parce qu'elle est fille, elle est femme, elle est mère. De quoi nourrir le leadership féminin, un levier que le réseau des jeunes pour l'intégration africaine actionne durant des années au service du vivre ensemble, de l'intégration et même du développement. Si nous supposons que les femmes constituent au moins 50% de la population africaine, on pourrait dire que mettre l'accent seulement sur le leadership masculin signifie que nous négligeons tout simplement
50% de la population africaine. Et vous êtes d'avis avec moi que si nous avons une partie de la population qui ne contribue pas comme il se doit à la marche de nos populations, c'est une perte, c'est un manque à gagner. Mais pour de nombreuses personnes, la femme ne doit pas attendre qu'on lui fasse de la place. Elle doit plutôt se battre pour se tailler une position à la mesure de ses ambitions. Pour certains, la femme, encore, elle doit rester à la maison, c'est l'éducation des enfants et tout. C'est important, certes, mais je pense qu'il faudrait qu'on réclame. Et qu'on réclame comment? Qu'on réclame intellectuellement, en montrant aujourd'hui qu'intellectuellement, on a notre place. Qu'on réclame en montrant qu'on peut entreprendre aujourd'hui. Qu'on réclame politiquement, en montrant qu'aujourd'hui, la politique, ce n'est pas seulement pour les hommes. Les hommes doivent faire de la place, mais les femmes aussi doivent se battre. Parce que c'est ensemble, quand ils feront de la place et que nous aussi nous nous battrons, que nous pourrons nous imposer nos idées. L'atelier de l'intégration africaine se tient du 31 juin au 4 août à Abidjan. Il mobilise une centaine de jeunes venus de plusieurs pays africains, notamment du Togo, du Bénin, du Sénégal et du Cameroun. L'autonomisation de la femme, l'une des priorités des autorités toujours prônées en vue de venir à bout de la paupérisation de cette couche vulnérable. Pour mener à bien leur projet, un centre d'incubation est mis à la disposition des femmes de la région de Gbeke. Soro Corona. Visite de la résidence du premier président de la Côte d'Ivoire, la basilique Notre-Dame de la Paix, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le lac au Caïman à Yamoussoukro. Visite entreprise par des femmes de plusieurs organisations de la région de Gbeke. Une visite pour aiguiser chez ces femmes le goût et l'amour de l'entrepreneuriat. C'est une fierté de voir que celui-là même qui a été le père national a laissé quelque chose que toute l'Afrique et même le monde vient découvrir. Pour faciliter la prise en compte des préoccupations des femmes dans leur quête de leur autonomisation, une maison vient de voir le jour. Dénommée la Maison de la Femme, elle aura pour mission d'informer, orienter, former et suivre les femmes dans leurs entreprises. Cette maison a été présentée aux autorités et aux populations. Le maire et le représentant du ministre Sidi Touré, tout en saluant l'avènement de cette maison, se sont engagés à soutenir ces femmes à devenir autonomes. Le ministre se tient à disposition pour soutenir toutes les actions qui vont dans le sens de l'autonomisation de la femme, de sorte à éloigner de la femme le spectre de la pauvreté. L'initiateur de ce projet a exhorté les femmes à s'approprier cet outil pour leur autonomisation. C'est un outil qu'elles doivent s'approprier. Nous ferons un diagnostic de tout ce qu'elles ont comme difficultés. Et puis, nous allons essayer de créer une sorte de mutualisation pour mettre ensemble nos différentes forces pour atteindre les objectifs. La Maison de la Femme de la région de Gbeke se veut le lieu d'incubation des projets pour l'insertion économique des femmes. Sachez qu'au moins 27 personnes, des policiers en majorité, ont été tuées aujourd'hui dans 2 attaques visant les forces de l'ordre à Aden, dans le sud du Yémen. L'une de ces attaques, un attentat suicide dans le centre d'Aden, capitale du gouvernement reconnu par la communauté internationale, a été attribuée par les services de sécurité à des djihadistes. La deuxième a été revendiquée par les rebelles houthis et dirigée contre une caserne de la police dans la périphérie ouest de la ville, selon les sources sécuritaires. Les 2 attaques ont pris pour cible les forces dites de la ceinture de sécurité, des policiers entraînés et équipés par les Émirats arabes unis, l'un des piliers de la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite qui intervient depuis 2015 au Yémen contre les rebelles houthis. Un mot de sport. La Côte d'Ivoire a abrité un stage régional de tir à l'arc des entraîneurs niveau 1, 2 et d'arbitres à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS à Marcory, avec la participation de plusieurs pays de la sous-région et de l'Algérie. Jean-Sylvain Esso. Soutenu par le Comité national olympique, ce stage régional d'entraîneurs niveau 1, 2 et d'arbitres a regroupé une 60aine de participants venus de l'Algérie, du Bénin, du Niger, du Cameroun, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette formation, 3 ateliers animés par des instructeurs internationaux ont été mis en place pour le renforcement des capacités des athlètes. Au niveau des entraîneurs niveau 1, la formation a été pilotée par l'agent de développement Afrique du tir à l'arc, l'Algérien Khaled Sofiat Lamad. Le niveau 2 a été sous la houlette du Suisse Pascal Colmet, directeur de développement mondial de tir à l'arc. Chez les arbitres, le Français Stéphane Vallée, arbitre international et membre de la Commission française des tirs à l'arc,
a dirigé la partie. Les participants ont tous été instruits sur les entraînements, le développement de tir, l'ordre de tir, le contrôle des temps, le règlement, l'inspection de l'équipement et de la tenue des archers. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier le Comité national olympique et la solidarité olympique qui se sont engagés avec nous pour permettre que cela soit possible. Nous voulons leur témoigner toute notre gratitude et leur dire que l'accompagnement qu'ils nous ont apporté produit des fruits. Cette séance de formation sera sanctionnée par une compétition qualificative des Jeux olympiques Tokyo 2020. Les athlètes ivoiriens et ceux des autres pays devront donc s'engager au cours de cette compétition à enregistrer des scores minimums pour espérer une qualification. L'un des dossiers les plus chauds du mercato européen s'est refermé aujourd'hui. Arsenal a raflé la mise sur le dossier Nicolas Pepe avec une offre de 80 millions d'euros, essentielle la saison dernière où il a permis à Lille de se qualifier pour la Ligue des Champions. L'attaquant ivoirien s'est distingué comme le leader offensif des Dogs avec 23 buts inscrits en 41 matchs, toutes compétitions confondues. Il a aussi délivré 12 passes décisives, des statistiques solides auxquelles Arsenal n'a pas pu résister. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.